Ta radio, c'est plus qu'une radio. Et avec Stéphane Titeka, c'est surtout une expérience inoubliable. Auteur, metteur en scène, producteur, directeur de compagnie, on croyait tout savoir sur lui, mais on était loin d'imaginer ce qu'il allait nous réserver. Entre confidences, improvisation et punchlines mémorables, on a vécu une interview qui partait dans toutes les directions, sauf celle qu'on avait prévue. Et puis, il y a eu ce moment, le défi d'écriture. A-t-il réussi à le relever ? A-t-il trouvé l'inspiration ? Ou a-t-il tenté de fuir en douce par la fenêtre ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Stéphane Titeka, un habitant de Saint-Avertin, artiste aux multiples talents, comédien, metteur en scène, auteur dramatique et directeur artistique de la petite compagnie basée à Chambry-les-Tours. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous ouvrir ton univers. Du coup, j'ai quelques petites questions à te poser aujourd'hui. Peux-tu nous raconter tes débuts dans le monde du théâtre et ce qui t'a conduit à embrasser cette carrière polyvalente ? Le début, c'est un peu comme tout le monde. D'abord, des ateliers amateurs, la rencontre à 7 ans, je suis à la Comédie Française, je vais voir l'Avare et je trouve ça absolument génial, les lumières, l'ambiance, le truc, la totale. Et au bout du compte, je sors de là et je dis à ma mère, je veux faire ça en fait. Et elle rigole et croit que ça va me passer. Et 48 ans plus tard, non, je sais pas compter, c'est une catastrophe, je fais du théâtre parce que je fais pas des maths. Je suis encore là-dedans. Là, comment ça a vraiment démarré. Après, je fais le conservatoire de Tours. Un peu plus tard, je fais des ateliers avec dans les différents collèges, lycées, etc. Comme plein de gens. Et puis, je fais le conservatoire de Tours. Et ensuite, lors d'un stage, je rencontre Jean-Laurent Cochet, qui est un des meilleurs profs à l'époque, et qui me propose de rejoindre son cours à Paris. Et surtout parce que Jean-Laurent Cochet m'a offert son cours. C'est-à-dire, j'ai pas payé le cours de théâtre à Paris. En tant qu'auteur, comédien et metteur en scène, comment parviens-tu à jongler entre ces différentes casquettes lors de tes projets ? Parce qu'en fait, souvent, c'est pas au même moment du projet. C'est-à-dire que un comédien sans texte, il a besoin d'un auteur. Un comédien pas dirigé a besoin d'un metteur en scène. Et puis, des fois, j'ai une casquette en fonction d'un projet, une casquette en fonction de l'autre. Comment j'arrive vraiment à le faire, à faire tout ça, je crois que c'est comme quand on est en cuisine et qu'on aime bien faire de la pâtisserie ou des plats en sauce, on fait pas les mêmes choses au même moment. Et je jongle pas, j'ai pas l'impression de jongler, j'ai l'impression d'être complémentaire. Comment choisis-tu les thématiques que tu abordes dans tes pièces ? Y a-t-il des sujets qui te passionnent plus que d'autres ? D'abord donc, j'ai une maîtrise d'histoire, ce qui explique que je peux aller plus facilement vers des textes qui parlent historique, en tout cas qui racontent le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'homme et de raconter l'homme. Et l'homme avec le H, le grand H de homme, évidemment, l'homme et la femme, l'être humain. Et ces thématiques-là, en fait, elles s'imposent à moi. C'est-à-dire que souvent, c'est une réaction. Souvent, c'est un moment où je me dis non, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, me met souvent en colère. Ou on a de quoi en ce moment être en colère quand on voit par exemple que quelqu'un arrive, raconte que finalement on s'en fout, que la Terre est pas du tout en train de brûler, que de toute façon on peut foutre un peu le bordel dans le Moyen-Orient. Faut pas que je dise bordel normalement dans ta radio, c'est ça. Je vais le dire, voilà. Est-ce que je suis le premier à dire un gros mot dans ta radio ? Pour le coup, oui. Ah super, je suis hyper content. Quand on voit tout ça, on se dit mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait de cet énervement-là ? Soit effectivement on se déverse sur les réseaux sociaux, soit on se déverse, nous, comme je suis plus âgé que toi, on râlait après notre télé. Moi, ma façon de m'exprimer et de parler au monde, c'est de dire, en fait, j'ai envie de transformer ça, de trouver un prisme et de raconter quelque chose. Et c'est ça, en fait. C'est souvent de ce que je vis que tout d'un coup, une idée part et que j'y vais. Tu as travaillé sur des projets variés, du théâtre classique aux créations contemporaines. Comment abordes-tu cette diversité dans ton travail ? C'est un peu la même chose que la question entre auteur, metteur en scène, comédien et tout ça. C'est qu'à un moment donné, que ce soit... en fait, c'est les projets qui m'intéressent. Je suis pas en train de chercher est-ce que je fais tel projet. Je trouve que tout est différent. J'ai un souvenir qui est intéressant. À une époque où je jouais Kean d'Alexandre Dumas à l'Atelier, au théâtre de l'Atelier à Paris, c'est un grand théâtre parisien très connu. On avait une habilleuse, on était 10 au plateau. C'est vraiment une grosse production. Donc ça veut dire que moi, j'arrivais dans ma loge. Tous mes vêtements étaient repassés comme il faut, etc. J'arrivais sur scène, j'avais pas à faire ma mise. Alors faire la mise, c'est-à-dire déposer les accessoires dont j'ai besoin au moment où je vais jouer, dans l'ordre où je vais le jouer.
J'avais même pas à faire ça, qui est quand même la base du comédien, faire sa mise, préparer son truc. J'avais rien à faire. Et le soir, j'enlevais ma chemise qui était pleine de ma sueur, je la posais dans un truc et le lendemain, elle arrivait repassée. Tu vois, c'était super. Et puis ça, je faisais ça 6 soirs semaine donc à Paris. Et puis je me rappelle qu'il y a un lundi, puisqu'on jouait du mardi au vendredi, du mardi au dimanche, pardon. Et il y a un lundi où je ne jouais pas, où je suis allé jouer à un autre spectacle de la compagnie qui s'appelle Boo, qui est un spectacle ultra contemporain que j'ai écrit, qui est à destination des enfants pour aimer la lecture, etc. Où on joue dans une école primaire et où on change dans les chiottes. Et deuxième gros mot de l'école primaire, et où on change dans les toilettes de l'école primaire. Et on essaye de se maquiller avec notre téléphone parce qu'il n'y a même pas un bout de place, etc. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. À la fois tout le confort de ce que peut être un grand théâtre parisien et à la fois tout ce qui est hyper important de se dire, je transmets pour les jeunes qui sont là, machin, etc. Et ce mélange-là, pour moi, c'est ça qui est... En fait, ce qui est intéressant de jouer plein de rôles et d'être sur plein de projets en même temps, c'est que des fois on me dit, ah, mais comment tu fais pour avoir, là je sais plus combien de spectacles je joue en ce moment, mais 7, 8, je sais plus. Mais aucun problème, puisqu'en fait on change de chemise, on change de rôle et c'est ça qui nous rend riche, c'est qu'on n'est pas tous les jours. J'ai été un coup coincé dans une tranchée, un coup j'ai été poursuivi par des monstres, un coup j'ai été un docker, un coup j'ai fait plein de trucs et c'est ça qui est génial. T'as incarné beaucoup de personnages. Bah oui, mais c'est pas ça, c'est une question d'âge en fait. Au fur et à mesure, ça en fait beaucoup. Peux-tu partager une anecdote marquante ou un souvenir inoubliable de ta carrière sur scène ou en coulisses? Alors il y en a évidemment plein, puisque le principe du théâtre, c'est de tout préparer, de tout préparer en répétition pour faire place à tout ce qui peut arriver d'imprévu. Et une fois qu'on a réfléchi à tous les imprévus, d'autres imprévus arrivent. Donc il y en a des tonnes. Je pense à un truc, je vais reparler de Keane et à l'atelier, du coup je pense à un truc où un soir en fait on est en train de jouer, on est au milieu de l'acte 3, c'est un spectacle qui durait 2h15, on est à peu près, il y a 1h15 de jeu, quelque chose comme ça, et en fait l'électricité coupe dans tout le quartier, dans tout le 18e arrondissement de Paris. Ah. Et on est dans le noir, et on a juste les veilleuses les antipaniques de la salle. On sait pas trop, on est sur scène et on est sur une scène à un moment donné où Keane est en train il est censé être dans une auberge, il est sous, c'est le personnage, il est sous, et Keane c'est le personnage d'Alexandre Dumas, c'est un comédien, c'est un comédien qui veut jouer, qui quoi qu'il arrive et qui use beaucoup d'alcool, enfin bref, qui est gargantuesque, on va dire. Et il est dans ce moment où il est dans une taverne où on peut faire des fréquentations, disons, tarifées, si tu vois ce que je veux dire. Il est en train de boire et là, donc sur la mise en scène, il y a une table et une petite bougie. Et en fait, là, tout coupe. Et on l'aperçoit et Alexis Dessau, qui jouait Keane avec moi à ce moment-là, continue à jouer. Et sauf que on se dit, ouais, c'est un pépin technique. Au début, on pense que c'est un pépin technique. On n'imagine pas que c'est tout le 18e arrondissement qui est dans le noir pendant 20 minutes. Ça va durer 20 minutes. Enfin, un quart d'heure. Et on continue. Et puis, à un moment donné, on est face à un truc. Et Alain Sachs, qui était le metteur en scène de cette pièce, à ce moment-là, rentre dans le truc en disant, Monsieur Keane, je suis votre metteur en scène dans le 21e siècle. Quoi, le 21e siècle? Je connais pas le 21e siècle. Il commence à improviser en disant, on vient de m'apprendre que l'intégralité de l'électricité à couper dans tout le... Donc ça va durer un petit moment. Mais moi je veux jouer, moi je me fous de l'électricité, ça n'existe pas l'électricité. Et donc il continue. Sauf qu'à un moment donné, on voit pas grand chose. On est tous en coulisses, moi je dois rentrer un peu plus tard. Je joue Salomon qui est le fidèle valet, c'est pas un valet, c'est plus qu'un valet, c'est un peu comme Sganarelle, mais et j'ai un régisseur à côté de moi qui est paniqué et qui a une Petzl. Alors une Petzl, pour expliquer ce que c'est une lampe frontale, c'est une marque d'une lampe frontale, d'accord? Okay. Donc il a une lampe frontale comme tous les régisseurs, parce qu'il etc. Donc je dis allez, file-moi ta Petzl, je me mets la Petzl sur mon costume du 19e siècle, 18e même, et je rentre, je dis Monsieur Keane, je suis là, etc. Parce qu'on ne vous voit pas correctement, mais laissez-moi faire, et je me mets dos au public face à Keane. Et je l'éclaire à la Petzl et on continue la scène et on joue toute la scène. La lumière revient
c'était un moment extraordinaire. C'était un moment où on s'est éclaté comme des dingues. Quelles sont les collaborations qui t'ont le plus marqué? Alors d'abord, la rencontre avec Jean-Laurent Cochet, c'était une personne extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui m'a tout appris. C'est-à-dire qu'il m'a appris déjà que c'était du travail, le théâtre. Qu'il fallait lire des bouquins. Que sans la rigueur, sans le travail acharné, on n'arrivait à rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir l'air que ce soit facile et simple, il faut travailler 10 fois plus. Et il m'a appris à bosser, il m'a appris à aimer les auteurs, il m'a appris à aimer les mots. Il m'a tout appris. Et tous les jours, je me resserre de son enseignement. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été particulièrement marquant. Après, dans les collaborations marquantes, il faut que je parle évidemment d'Alexis Dessau, puisqu'on a joué ce spectacle ensemble près de... Enfin, à ce jour, on est tous les deux l'un l'autre le principal partenaire de l'autre. J'explique. On a fait 3 spectacles ensemble et on a joué ensemble près de 650 ou 700 fois, je sais plus exactement. Ce qui commence à faire beaucoup. Donc, Alexis a plus joué avec moi qu'avec Véronique Jeunesse, par exemple. Et moi, c'est effectivement la personne avec qui j'ai le plus joué. Et puis, il y a évidemment la rencontre avec Alain Sachs, qui est quand même une personne assez extraordinaire, qui est un metteur en scène vraiment incroyable. Mais il y a eu des milliers de rencontres, mais je donne que ces 3-là pour pas que ton podcast ou que ta radio dure 17 heures. Quel est le moment le plus gênant auquel tu as été confronté sur scène? Le moment gênant... Sur scène, quel moment gênant? J'en ai un qui est hyper gênant, mais qui était juste avant. Moi aussi, je vais quand même le dire. Tu vas voir que je fais pas semblant sur ce coup-là. Je joue un spectacle jeune public qui s'appelle Le Fantastique McCormick. Je fais une très grosse tournée. C'est au moment de Noël, on n'arrête pas, on passe d'une ville à l'autre, on fait beaucoup de routes. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est 20 dates sur 20 jours, quoi. Avec 5-6 000 km enfin un truc, voilà. Et je me dis, ouais, faut que je me prépare, parce qu'on se prépare toujours physiquement, on se prépare avant un festival, on se prépare toujours physiquement, et faut que je me prépare, et je commence à me préparer en disant, ouais, mais je suis un peu crevé là en ce moment, je dors pas très bien, faut que je fasse un truc. Et je commence à me gaver de magnésium. D'accord ? Le magnésium, il faut le savoir, ça a des propriétés laxatives. D'accord ? Tu vois arriver le truc ? Oui, Je suis sur scène, je suis dans un endroit où j'ai pas vraiment de coulisses. Il y a 250 mômes qui rentrent sur scène. Moi, je suis en train d'attendre sous la scène parce que je peux pas, j'ai pas de coulisses. C'est une espèce de praticable avec sous la scène. Et mais je suis tordu du bide, un truc de dingue, un truc de fou. Et je suis avec un costume avec un pantalon qui est beige clair. Ok. Je te fais pas de détails complets, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'échappe. Et je suis à 10 minutes de jouer, et j'ai 300 mômes en face de moi. Autant dire que je ne peux pas rentrer sur scène avec mon pantalon beige clair, mais pas que. Et finalement, heureusement, j'avais un pantalon de spare. C'est un pantalon de spare, c'est-à-dire un pantalon en rab. Qui est sous la scène, donc je réussis je rentre sous la scène alors que les mômes sont là en train de hurler et que moi je suis emmerdé et de 3 et je récupère un pantalon, je m'essuie avec mon premier pantalon, je mets mon deuxième pantalon et je joue le spectacle et je sors de scène et je vais direct aux toilettes. Et ben c'est très marrant tout ça. Tu as écrit près d'une trentaine de pièces. Alors là, le service de documentation de ma radio a repris un vieil article qui date de quelques années plutôt. Non, je suis plus près de 50. Ok. Bon bah du coup, tu as écrit près d'une cinquantaine de pièces abordant des thèmes historiques et contemporains. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le choix de tes sujets ? Bah, je l'ai répondu tout à l'heure, ça. Je vais faire rapide, mais en gros, ce qui m'inspire le plus, c'est de la réaction. C'est-à-dire que en fait, j'aime raconter des histoires. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires fictionnées et que ce soit un peu utile. C'est-à-dire que ce soit, même si on est dans la comédie, etc., qu'on essaie de réfléchir un peu. Tu vois, le slogan de la compagnie, c'est faire rire
faire rêver, faire réfléchir. Je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. D'accord. Alors justement, là, on va parler d'une pièce que moi j'ai été voir et que j'ai adoré, Le Choix des âmes. Mais tu vas pas dire j'ai détesté, parce que sinon Ouais. ça démarre hyper mal. Non, mais par contre, j'ai vraiment aimé. Qui a remporté le Grand Prix du théâtre en 2015. Ouais. Peux-tu nous parler de la genèse de cette œuvre et de cette reconnaissance assis... Attends. Oui, on va reprendre la question. Et de ce que cette reconnaissance a signifié pour toi. Bon, alors d'abord, je commence par la reconnaissance. Parce que franchement, la reconnaissance, ça sert à pas grand-chose. J'en ai eu pas quelques-unes des médailles dans ma vie. Ça fait plaisir, ça flatte l'ego 10 minutes. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, voilà. Comme dans Keane, on a été nommé au Molière, en fait, c'est l'élection du délégué de classe, quoi. C'était le meilleur copain du groupe, on va voter pour toi et très bien. Par contre, la reconnaissance, ça permet dans un monde culturel qui est de plus en plus frileux et de plus en plus difficile de dire « Ah, bah, il a eu une médaille, ça m'intéresse ». Je donne un exemple très simple. Je reprends cet exemple de nomination au Molière. C'était sur Keane. On finissait l'exploitation de Keane, on avait 3 dates de tournée validées. C'est tout. C'était pas beaucoup. On nous nommait 5 fois au Molière le mardi, le vendredi, on en a 14. Parce que tout d'un coup, là où on se disait, ah, mais on sait pas si ce truc-là ça marche, etc., il y avait l'étiquette nommée au Molière. En ce qui concerne le Choix des âmes, le Grand Prix du théâtre, j'ai eu d'autres prix avec le Choix des âmes, mais le Grand Prix du théâtre, il m'a permis, entre autres, de pouvoir le mettre sur une affiche, aller à Avignon en étant un peu moins flippé, que les gens viennent voir a priori parce que c'était nommé, etc. Ça m'a permis aussi de, enfin, ça a ouvert plein de portes et plein de choses. Mais ce que ça a ouvert vraiment, c'est une possibilité après. C'est-à-dire qu'en fait, le prix en lui-même, ça signifie, moi, ça n'a pas signifié grand-chose. J'étais évidemment heureux, mais j'étais heureux en se disant, ah, mais ça va ouvrir des portes pour pouvoir faire des choses. Et la reconnaissance, la vraie reconnaissance, moi, qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce que un jour, j'aurai la reconnaissance de voir les moyens de monter ce que je veux, de faire, etc. Et cette reconnaissance qui est plutôt pas, qui vient pas forcément du public, parce que on fait pas du théâtre pour être connu, reconnu, machin, etc. On fait du théâtre parce qu'on doit le faire, parce que c'est une obligation, parce qu'on peut pas faire autrement. Et on l'a particulièrement éprouvé quand on a été enfermé pendant plusieurs mois il y a 5 ans. Mais moi, je me rappelle la première fois où j'ai rejoué à la sortie du premier confinement, ou du deuxième, je sais plus, enfin bref, au moment où on a eu le droit de rejouer, un spectacle que j'avais déjà joué 150 fois, qui était Cormic, et que mais quel bonheur, quel plaisir. En fait, on fait pas du théâtre pour être connu, reconnu, avoir de l'argent, etc. Pour ça, on fait des conneries sur TikTok, ou on va sur YouTube et on travaille pas, et puis un jour voilà, enfin, je m'arrêterai là. Je suis en train de devenir aussi réactionnaire que Jean-Laurent Cochet, mon Dieu. Mais en l'occurrence, en fait, quand La Fontaine disait travailler prenait de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Il y a que ça qui fait que ça peut marcher. Mais pour finir, on fait du théâtre parce qu'on en a besoin. Et la reconnaissance, c'est la reconnaissance des pairs et des gens qui peuvent te donner les moyens de pouvoir continuer à travailler. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est en ça que ce prix a été intéressant. Merci. La Petite Compagnie a été fondée en 2012 et elle est en résidence à Chambray-les-Tours. Ouais. La Petite Compagnie, en chiffres, qu'est-ce que ça représente? Oh, c'est là où j'aurais dû bosser. En chiffres, ça représente quoi? Déjà, ça représente 190 enfants qui viennent faire du théâtre tous les jours à la Petite Compagnie. Enfin, une fois par semaine à la Petite Compagnie. Si on rajoute les stages, les différents stages qu'on fait dans l'année, c'est 450 personnes. Ensuite, ça représente une trentaine de salariés, artistes, techniciens, mais aussi chargés de prod, chargés de diff, administratifs, ouais, qui bossent pour la compagnie à l'année. C'est 250 fiches de paye. Voilà, c'est ça voilà ce que ça représente en chiffres, en gros. C'est 13 créations, enfin c'est 12, bientôt 13 créations. C'est en 12 ans, je crois qu'on est à 750 représentations. Ouais, quand même. Et puis c'est tout ce qu'on va faire plus tard. Un projet qui promet de grandir. Voilà. Quel type de spectacle proposez-vous et comment choisissez-vous les œuvres à mettre en scène?
Alors, quel type? Je pense que je suis un peu éclectique là-dessus. Tu en as parlé tout à l'heure. Comment je choisis mes mises en scène? Bah, d'abord, j'ai un luxe inouï parce que tu m'as parlé de reconnaissance, machin, etc. Euh, mais il y a un truc qui est, il y a un luxe il y a pas, on n'a pas de plus grand luxe que celui-là. Je choisis avec qui je travaille. Et ça, c'est le luxe ultime. C'est-à-dire que pour le nombre de personnes qui se retrouvent à travailler avec des abrutis, avec des petits chefs dont le seul talent est d'avoir du pouvoir, eh ben moi, ceux-là, je connais pas. Voudrais connaître un de ces puissants de 4 jours, il n'y a que les petits hommes qui redoutent de petits écrits, et là c'est du beau marché, tu vois, je peux dire des gros mots et des mots d'auteur. Donc ce luxe inouï, c'est de dire je choisis avec qui je travaille. Donc, pourquoi je choisis une mise en scène? Un, parce que le texte me parle, parce qu'il raconte ce qui me parle, et en plus je regarde l'équipe. Et quand je monte des projets, que j'écris ou que je mets en scène ou que je distribue, je choisis l'équipe. Je ne veux plus travailler avec des gens toxiques, je ne veux plus travailler avec des gens. Il y a Astier qui dit un truc pas mal, il dit je ne travaille plus avec des gens avec qui j'ai pas envie d'aller bouffer. Et ben moi je trouve que c'est vachement vrai. Ça veut pas dire que je vais aller bouffer avec eux, mais je travaille plus avec des gens qui sont pas alignés, qui sont pas au clair avec eux-mêmes, qu'on un melon, ou qu'on un machin, ou qu'on des caprices. Putain, on fait un travail d'artisan. Donc je travaille avec des gens vraiment avec qui allez, on va en boire un coup, ça va être chouette. Voilà. C'est Neil Aristrup qui disait il y a des acteurs qu'on engage et des acteurs qui s'engagent. Effectivement, je préfère travailler avec les premiers. C'est pas une question d'engagement, c'est une question de personnes bien alignées avec soi, d'être simplement une personne qui sait qui bosse, qui sait pourquoi il est là et puis qui est pas en train de se la péter quoi. Simplement, tu vois. Justement, tout à l'heure, tu nous as parlé donc, des ateliers et des stages que vous organisez avec la petite compagnie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces initiatives et leur importance pour la compagnie? On fait un métier de transmission. L'important, c'est de dire... je pense qu'il y aurait plus de gens s'il y avait plus de gens qui faisaient du théâtre actuellement, il y aurait plus de gens qui iraient mieux dans leur vie. Parce qu'ils auraient réglé des problèmes perso. Et plus il y a de gens qui vont mieux, moins il y a de gens qui envahissent l'Ukraine. Et c'est tout. À partir de là, juste... c'est primordial. En fait, on peut simplement permettre à des gamins ou à des adultes de passer une heure cool dans la semaine. Cette même personne dont je t'ai parlé tout à l'heure qui se retrouve coincée par un chef qui n'a comme que seul talent de pouvoir, qui va avoir 2 heures où je respire, ça va bien, et qui va lui permettre de pas péter les plombs, de prendre un fusil et de tuer tout le monde, ou son chef, ça il l'aura cherché. Mais il y a aussi ça peut être des gamins qui viennent décharger leur énergie pendant 1 heure, et c'est bien pour les parents. Mais ça peut être aussi un truc où les gamins tout d'un coup qui sont je pense notamment à la période du collège, qui est la période la plus difficile en termes de classe sociale. Les classes sociales au collège, et je parle pas au sens marxiste du terme, hein, mais au sens de ceux qu'il faut avec qui il faut être, les bolos, les machins, les trucs, toutes ces classes là qu'ils ont fait, et toute cette violence qu'il y a à l'intérieur du collège. Tout d'un coup, quelqu'un au collège qui est dans cette violence, qui peut être considéré comme pas bien, peut trouver un endroit où justement il va briller. Et ça, c'est génial. Et souvent d'ailleurs, quand on intervient dans les classes, les mauvais élèves, on se rend compte que c'est qu'ils sont pas scolaires et qu'ils sont très bons. Moi, j'ai été sauvé par le théâtre. Moi, il y a un moment donné où j'étais, disons, pas ultra intéressé par ce qui se racontait en classe, et que j'avais suffisamment de capacité cognitive pour ne pas écouter, foutre le bordel et avoir la moyenne. Donc pourquoi pourquoi j'aurais bossé? Et du coup, j'ai un peu tendance à avoir le dernier mot, à en vouloir l'avoir en tout cas. Donc, mais le casse-pied pour les profs, moi je souhaite à personne de m'avoir eu comme élève. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu des profs de français qui disent mais je vais le tabasser, et puis il y avait une séquence théâtre. Et puis tout d'un coup, ils disent mais il est mignon quand même. Ouais, je trouve ça très fort ce que tu dis, parce que moi, en partie, si aujourd'hui je suis là, que j'ai monté ta radio, etc., c'est en partie grâce au théâtre. Hein. J'ai commencé à faire du théâtre à mes 7 ans, et c'est vrai que moi ça m'avait énormément aidé à me canaliser, parce que
On peut demander à mes parents, j'étais un petit un petit enfant un peu. Je te rappelle que tu as fait du théâtre chez nous, donc je vois très bien de quoi tu parles. Oui, aussi. Oui. Et franchement, non, si j'avais pas fait de théâtre, je ferais pas de la radio aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis déjà de m'ouvrir, parce que je pouvais devenir qui je voulais, entre autres. Et puis, c'est juste incroyable. On peut incarner plein de personnages, on peut se défouler, on s'amuse surtout, et puis on rigole, et c'est énorme. Mais c'est ça qui est important. C'est ce que ça peut permettre. Des fois, ça permet de révéler des personnalités, des fois pas, hein. Mais des fois, et moi, il y a quelques personnes à qui ça a vraiment sauvé la vie. Voilà, vraiment. Ouais. Tout d'un coup, ma vie est autre. Tu vois, je me rappelle quelqu'un il y a fort longtemps qui était quelqu'un qui était ultra introverti, qui arrivait pas à parler, qui était un peu bègue, etc., qui a fait 5 ans de théâtre et il y a très longtemps, hein, parce que cette personne-là doit avoir 45 ans maintenant. Et à 25 ans, elle était commercial, chef de secteur tout Grand Ouest. Parce que tout d'un coup, elle avait eu une révélation. Je l'ai rencontrée, elle avait 12 ans. Elle a eu une révélation et puis elle avait explosé et puis voilà. Donc ça peut, hein. Et clairement, pour cette personne-là, bah, ça a transformé le cours de sa vie. Pas moi, la rencontre du théâtre. À un endroit. Ouais, c'est quelque chose de très fort. Et puis il y a beaucoup de gens enfin moi quand je vais voir des pièces de théâtre et tout, moi j'adore ça. Mais il y a plein de gens qui... Ça c'est la consommation, c'est autre chose. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est parce que moi les jeunes de mon âge, c'est vrai que le théâtre c'est un peu quelque chose qui pour eux est un terrain inconnu en fait. Ouais. Quand tu leur parles de théâtre en général, tout de suite ce qui leur vient en tête, bien évidemment, c'est Molière, c'est. Mais ça, c'est la faute des profs de français, hein, parce que non, mais je vais le dire très clairement. C'est-à-dire que d'une grosse partie, en tout cas de l'éducation nationale, moi je m'interroge. Pourquoi à l'éducation nationale on fait de l'éducation musicale? Pourquoi on fait pourquoi on oublie entièrement on fait des arts plastiques et pourquoi on oublie entièrement le corps au collège avec la danse et le théâtre? Alors que c'est le moment où le corps pose le plus de problèmes. Ah, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps voir le théâtre sous des côtés poussiéreux? Molière, c'est magique, c'est moderne au possible. Hein. Je vais pas dire de mal Molière. Mais la manière de faire avaler Molière aux enfants de 6e, mais c'est une honte. Pour 80% des profs qui ne sont pas incarnés, parce qu'il y en a plein qui sont fans aussi, et pour aller dans plein d'écoles, etc., je vais voir des profs qui sont investis, etc., qui veulent. Mais ce que propose l'Éducation nationale en direction des enfants, c'est tout pour tuer le théâtre. Ouais, puis en plus de ça, moi j'étais assez déçu parce que en 6e, 5e et 4e, on m'avait dit oui, on fera une séquence sur le théâtre, et en fait, on l'a jamais fait, tu vois. Oui, parce que c'est le truc dont on peut se passer. Ouais, j'étais complètement déçu. Balance le nom des profs. Allez. Non, on va éviter. Ils vont avoir une dent contre moi après. Ils s'en fichent, ils peuvent plus te rattraper. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais alors... Je reste en bon terme avec eux. Je préfère que ça reste comme ça. Là, on va rentrer dans une partie un peu technique de la petite compagnie. Quels ont été les défis majeurs auxquels vous avez été confrontés depuis la création et comment les avez-vous surmontés? Alors, il y a 3 défis majeurs. Le pognon, le fric et l'argent. Ce truc qu'on cherche tout le temps, puisque en fait on nous dit c'est vachement bien mais vous pouvez faire ça gratuitement, c'est vachement bien mais on peut faire ça moins cher, c'est vachement bien mais j'ai pas d'argent. Et d'ailleurs il y a vraiment que chez nous où on dit j'adore ce que vous faites, est-ce que vous pouvez le faire, parce que là on n'a pas les moyens. Moi jamais je rentrerai chez un boulanger en disant j'ai de quoi me payer une baguette mais tu peux me filer un croissant. C'est impossible, on est d'accord. Non, les défis majeurs, c'est que des défis on est tout le temps en train de chercher de l'argent pour pouvoir réaliser les projets, on est tout le temps en train de se battre et rien n'est jamais acquis et tout est très compliqué. C'est l'essentiel des défis. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste souhaitant se lancer dans une carrière théâtrale? Fais plutôt un CAP plombier. Parce que t'es sûr de vivre de ton métier, parce que t'es sûr que tu seras pas traité comme un moins que rien, parce que t'es sûr que les gouvernants n'auront quelque chose à faire. Voilà, fais autre chose. Ouais. Ou alors, ça mérite d'être clair. Ou alors, ne lâche rien, même si t'as aucune chance, ne lâche rien. Il faut s'accrocher. Non, mais voilà. Ouais, c'est même moi là, je veux faire de la radio, mais il y a pas d'études. Ne lâche rien. Non, mais en fait, faut jamais. De toute façon, je pense qu'il faut jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. Et juste au passage, j'ai un ancien élève de théâtre qui a maintenant 25 ans et qui est chez Radio France, donc tout est possible. Tout est possible. Il est ouais, si tu veux. Il est sur Tavertinois en plus. Ah bah en plus. Tiens, en fait, c'est lui que je vais nommer après.
Ah bah ok, bah c'est Hein parfait. Je vais nommer ça, puisque je dois à la fin nommer le prochain. Oui, c'est ça. Eh ben écoute, je vais le nommer juste après. C'est lui qui prendra le truc. Il bosse maintenant chez Radio France et il fait des remplacements sur France Bleu, ce qui s'appelle Ici et maintenant, Ouais. il fait des piges sur France Inter de temps en temps. Ah bah trop bien. On l'a déjà entendu dans la matinale. C'est quand même un peu le Graal, la matinale Ouais, de France ouais, Inter, c'est- en termes d'audience, tu peux faire mieux. Hein. Selon toi, quelle est l'importance de l'improvisation dans la formation d'un comédien? L'important, c'est quand même il y a la technique, il y a le travail du personnage qui est le plus important. Le travail du personnage, c'est le plus important. Et après, effectivement, l'improvisation. Mais en fait, en général, l'improvisation, quand on s'adresse à du théâtre dit classique, je parle pas du répertoire, hein, mais dans la forme, normalement, l'improvisation, c'est ce qui arrive vraiment quand tout se casse la gueule, quand par exemple la feuille se casse la figure. Mais en fait, c'est toujours, l'improvisation, c'est toujours le personnage qui parle. Si c'est le pire dans les matchs d'impro, dans les catchs impro, tout ça, dans les formules d'improvisation, c'est les mecs qui veulent faire de l'humour, qui veulent faire qui veulent faire de l'humour, sans avoir le fond qui est le personnage et la situation. Et s'ils font ça, bah c'est mauvais, puis ça dure pas longtemps, parce que de toute façon, on peut pas faire du one man show en impro, parce que c'est ce qu'ils font en général. C'est travaillé et écrit. Non, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, en fait, c'est le personnage qui va te donner l'impro. Donc oui, c'est important parce que ça te dégage des trucs, l'impro. Mais pour moi, c'est pas le truc le plus important de la formation. D'ailleurs, je pense qu'on peut être un très bon comédien sans jamais avoir fait d'impro et sans passer par l'improvisation. Quels sont les projets pédagogiques ou les ateliers que tu aimerais développer à l'avenir? Il y a un projet qui me tient vraiment à cœur. On est en train de développer plein de trucs. Hein. On est en train de développer depuis cette année un nouveau truc qui est du théâtre en anglais pour essayer d'apprendre l'anglais en s'amusant, en faisant du théâtre. Qui, comme beaucoup des nouveaux formats qu'on a proposés, tous les parents trouvent ça génial, il faut y aller, et tous les enfants disent non mais ça va pas, non faire de l'anglais en plus, c'est bon. Donc pour l'instant c'est un peu difficile à démarrer, mais non, les plus gros projets que j'ai pour l'école, c'est que on va travailler sur les textes et sur des choses plus larges. Je peux pas trop en parler là maintenant, mais je suis un gros projet là-dessus. Et puis, ce que je voudrais vraiment réussir à développer, c'est plus de classe théâtre. C'est-à-dire classe théâtre, c'est le moment où tu en as subi une. Je dis bien subi. C'est le moment où on rentre dans une classe et pendant une semaine, on fait que du théâtre et on propose l'univers du théâtre pendant une semaine et les élèves, au départ, ils arrivent, ils connaissent rien et à la fin, ils jouent quelque chose. C'est des projets qui coûtent très cher parce qu'il faut mobiliser beaucoup de gens sur plein d'aspects. Et ouais, j'aimerais bien les développer plus et qu'on puisse et parce que souvent les profs nous disent après, on fait souvent ça en primaire. L'ambiance de classe n'a plus rien à voir. Il s'est passé des choses, etc. On sait qu'on est utile. On sait que ça sert à des choses. Je pense d'ailleurs à une classe théâtre en particulier et une personne en particulier. On sait que ça sert à des choses. On sait que ça aide plein de choses. Sauf que en fait, c'est jamais c'est juste un coup. C'est toujours un coup, considéré comme un coup. Et quand ça arrive, c'est parce que les profs ils se sont démontés, parce qu'ils ont vendu des crêpes, parce qu'ils ont fait un tas de trucs, mais jamais l'éducation nationale donne les moyens de faire ça, parce que une municipalité donne les moyens de ça, parce que j'en ai fait 3 sur Saint-Avertin, et j'en profite juste pour dire que l'implication de la municipalité là-dessus, je suis pas le genre à lécher des fesses, hein, je suis pas connu pour ça, mais en vrai, là, les moyens qui ont été mis récemment par l'équipe de Laurent Raymond et Chantal Boulogne, qui est à la culture, et j'oublie pas Brigitte Lebray qui est aux écoles, on les voit pas beaucoup partout. Voilà. Alors. Ah voilà, du coup, je dis du bien, t'es gêné. Non, du tout. T'as pas l'habitude. Tu veux juste de mal de qui? On va passer aux questions improbables. Improbables, avec un Z. Improbables. Okay. Tu dois écrire un one-man show pour une chaise qui rêve de devenir comédienne. Quelle serait la punchline d'ouverture de son spectacle? Vous allez vous faire scier. Ah, du tac au tac. J'ai fait de l'impro quand même aussi. Un milliardaire excentrique te commande une adaptation de La Chèvre de Monsieur Seguin en comédie déjantée avec des scènes d'action et un twist final incroyable. Comment revisites-tu l'histoire? Wow.
un milliardaire excentrique me demande, et ta question a fait 2 heures. La chef de Monsieur Seguin de manière excentrique, c'est ça? Et il y a un twist final, et comment je... Alors du coup, ça voudrait dire qu'un auteur, il peut réagir comme de l'improvisation. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai dit non, il faut travailler, réfléchir, penser, reprendre, et jeter un premier truc, recommencer. En fait, c'est important. Écrire, c'est du travail. C'est un vrai travail. Ça prend vraiment du temps. Et je peux te balancer, une punchline à 2 balles sur pour le premier truc. Mais en vrai, si je suis honnête là-dessus, j'aurais besoin d'y réfléchir, de le faire passer, de dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que ça raconte la chef de Monsieur Seguin en premier, et qu'est-ce que je pourrais raconter de plus qui a déjà pas été, parce qu'en fait c'est un truc qui a été repris, Ouais. donc faut être ultra malin pour trouver un truc qu'on n'a pas déjà vu, tu vois. Donc je vais sécher sur cette question improbable. Le Joker. Le Joker, voilà. Si un alien débarquait et exigeait une pièce de théâtre sur son peuple sous peine d'envahir la Terre, en quoi consisterait le spectacle que tu monterais pour les convaincre de nous épargner? Non, mais je l'enverrai juste aux États-Unis voir Elon Musk. C'est radical. Oui, je pense qu'il peut commencer par nous débarrasser de cette personne. Et s'il veut, il y a un gros tout orange à côté, il peut le prendre aussi. Tu dois convaincre un roi du Moyen-Âge que le théâtre est essentiel à la société en rap. Donne-nous ton premier couplet. Alors déjà, on a du mal le roi du Moyen-Âge. C'est ça, c'est un roi du Moyen-Âge qu'il faut le convaincre que le théâtre est essentiel à la société, mais en rap. Alors, un roi du Moyen-Âge, donc je dirais Monsieur Macron, écoutez-nous de temps en temps. On t'impose d'écrire une pièce où tous les dialogues doivent être en onomatopée. Peux-tu nous donner un extrait de la scène la plus intense? Voilà. Et je te dis pas où se passe cette scène parce que sinon ce serait obscène. Mais bon, c'est entre le roi du Moyen-Âge et le gros tout orange. Une intelligence artificielle a volé tous tes textes et veut jouer tes pièces sans toi. Tu as 1 minute pour t'improviser un monologue qui lui prouve que le théâtre ne peut pas être remplacé par des robots. Que dis-tu? Je dirais que c'est plus complexe que ça. Parce que je pense que, évidemment, l'intelligence artificielle n'invente rien. Mais en revanche, l'intelligence artificielle peut aider à aller penser plus loin. C'est-à-dire que je pense que c'est un outil c'est un outil dangereux, mais qu'il faut pas mépriser pour autant. Par exemple, les graphistes, ils sont clairement en danger. Si tout d'un coup les graphistes ils te disent, s'ils se saisissent pas de l'intelligence artificielle pour que ce soit un outil pour aller plus loin, pour aller chercher des choses, etc. Là, on va shooter notre prochain spectacle qui s'appelle En 100 jours qu'on va créer au Festival d'Avignon cet été. Et je suis avec la personne, le graphiste et le photographe qui vont faire cette photo. On a fait des longues recherches pour savoir ce qu'on va les mettre sur cette affiche. On a utilisé de la génération d'intelligence artificielle pour ça. Après, on a un truc tout pourri. Mais on dit, on a un angle qui est intéressant, on a une idée qui est intéressante. On va utiliser cette idée. Mais lui-même me dit, à cet endroit-là, on va utiliser un truc de l'intelligence artificielle de Photoshop pour recadrer un truc qui peut pas exister, qui va être plus simple, etc., sur un angle et tout ça. Et donc, on va avoir fait un vrai travail artistique de recherche, de shooting et de mise en place en utilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si tu décides que l'intelligence artificielle est ton ennemi, c'est comme si une fourmi décidait qu'elle était plus forte qu'un éléphant. On gagnera pas. Oui. Parce qu'ils sont potentiellement 1000 fois plus forts que nous. La seule solution, c'est de se dire, ok, je regarde cet outil, je m'en méfie. Évidemment que 80% des gens qui vont utiliser ChatGPT par exemple et qui savent pas rédiger un prompt et qui vont dire fais-moi mon devoir à la place, tout le monde va avoir le même devoir pourri. Et si tu te dis à ChatGPT d'écrire une pièce, en fait, il sait faire des répliques, mais il sait pas mettre un arc narratif, il sait pas mettre de la tension entre les personnages, il sait pas écrire une backstory, il sait rien faire. Donc, il fait une espèce de soupe molle. Ouais. D'accord ? Et tout ce qu'il trouve sur Internet. Sauf que par exemple, mais pas tout ce qu'il trouve, parce que c'est plus complexe que ça, parce qu'il apprend de toi aussi. Ouais. Mais si par exemple tu reprends ChatGPT et que tu le challenges et qu'il te permet de te challenger toi,
En fait, c'est un outil. Soit tu dis, ouais, il va faire le boulot à ma place, soit tu dis, ah non, je vais l'utiliser pour faire mieux mon boulot. Donc, je suis pas, je suis attentif et circonspect. Tu vois, je peux dire aussi des mots qui ressemblent à des gros mots sans en être. Mais je suis pas complètement réfractaire. Je pense qu'il faut regarder cet outil et savoir comment on l'utilise. À la fin d'interview, enfin vers la fin, on propose des missions, si tu les acceptes bien évidemment. Les missions improbables pour Stéphane Titeka, que c'est marqué. Ouais. Écrire en direct un monologue ou une courte scène en alexandrin sur un sujet totalement absurde et improbable, en contrainte. Le sujet proposé. Exemple, un boulanger qui veut devenir roi, un pigeon qui mène une révolution, un ascenseur qui rêve de liberté, un vampire allergique au sang. Un pigeon qui mène une révolution. Oui, bah après Ça s'appelle le peuple, ça en fait. Et en deuxième contrainte, tu dois inclure une réplique culte du théâtre classique, mais détournée. Exemple, ô rage, ô désespoir, devient ô pain, ô désespoir pour le boulanger. Ok, donc moi je pense qu'il y a un moment donné où la jeunesse devrait cesser de prendre des narcotiques. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai fait les... Ah ouais, non mais là, c'est pas improbable, c'est impossible. Donc je prends sur le pigeon qui mène une révolution. C'est ça ton truc? Bah oui, c'est des exemples, mais tu peux faire ce que tu veux. Si Ouais, mais attends, il y a tellement d'exemples, j'ai pas tout retenu. Hein. Le pigeon qui mène une révolution et il faut intégrer une réplique en alexandrin. Ouais, fastoche. Du théâtre classique. Et tu me donnes combien de temps pour ça? Parce que tu t'es au courant que ce truc, ça se... Oui. Bah du coup, je te laisse 4 minutes. 4 minutes. Ouais, tu vas avoir 4 verres. Hein. Et ben c'est parti. Bon bah Stéphane, les 4 minutes sont écoulées. Ouais. Super. Je vois que tu nous as préparé... alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques... Donc je rappelle le truc, un pigeon qui fait la révolution, c'est ça? C'est ça, ouais. Et avec une réplique du théâtre classique. Lassé de voyager un pigeon... en alexandrin. Ah oui, bah oui. Lassé de voyager un pigeon réfractaire, de convoquer son maître un beau jour, décida... Pourquoi me faites-vous traverser toute la terre, accroché à mes pattes vos courriers de bêta? C'en est fini pour moi, je pars à la retraite, je m'arrête à l'instant même sans les trimestres. Si vous m'en empêchez, je pourrai défiler. Croyez-moi sur parole ou je vais vous montrer. Votre prose pourtant ne pèse pas bien lourd, belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. À fabriquer des phrases, apprenez mon béné, et si vous ne pouvez, prenez ChatGPT. Il a lancé le en mode... Allez, boum. Pour finir, Stéphane... À quel artiste saint-avertinois passes-tu le relais? Alors moi j'avais pensé à une artiste saint-avertinoise que je connais bien et qui est connue et que je voulais... Mais du coup comme tu m'as parlé de cette histoire de radio et de cet élève qui est devenu... je pense que j'ai plutôt lui passer la main à lui, ça te permettra de le rencontrer, de lui expliquer, et il pourra t'expliquer aussi son parcours. Donc il s'appelle Nicolas Piquet et je passe donc la main à Nicolas Piquet. Ok, bah c'est noté. Je lui souhaite un joyeux anniversaire, il vient juste d'avoir 25 ans le week-end dernier. Ah ouais, on lui souhaite un très bon anniversaire. Voilà. Bah du coup, merci Stéphane. Eh ben, je t'en prie. De t'être libéré pour cette interview qui était très drôle. Ta radio, c'est plus qu'une radio.